Donc, bonjour à tous, on va se présenter. Déjà, on est 3 infirmières de réanimation médicale. On est à l'hôpital Émile Muller qui se trouve à Mulhouse. Donc moi je m'appelle Alicia. Moi c'est Cindy. Et moi c'est Elise. Et du coup on va vous présenter un travail sur l'aromathérapie et on va vous expliquer un peu sa place en réanimation. Donc tout d'abord, l'aromathérapie, c'est quoi? L'aromathérapie, on vous a mis une définition de la Commission de la pharmacopée européenne. C'est un produit odorant, généralement de composition complexe, obtenu à partir d'une matière première végétale botaniquement définie, soit par entraînement à la vapeur d'eau, soit par distillation sèche, soit par un procédé mécanique approprié sans chauffage. Là, je vous ai défini en fait l'huile essentielle, mais j'étais en train de dire que l'aromathérapie était une thérapie qui utilisait les huiles essentielles pour soigner. Ensuite, du coup, d'où vient cette huile essentielle? Elle vient d'une plante à essence. C'est une plante odorante qui va fabriquer, sécréter, mais aussi stocker dans ses poches ses essences. Donc elle va les stocker dans les fleurs, dans les écorces, dans les racines, les graines, les fruits, etc. Pourquoi une plante sécrète-t-elle des essences? Donc tout d'abord, c'est pour attirer les insectes pollinisateurs, repousser les prédateurs grâce à ses fragrances et se défendre contre les maladies. Donc, par exemple, certains thym ou romarins sécrètent des monoterpénols pour pouvoir lutter contre les champignons qui les attaquent. Donc l'utilisation d'huile essentielle, c'est bien, mais il faut s'assurer d'avoir une huile essentielle de qualité. Donc quels sont les critères de qualité? Donc tout d'abord, on a l'identification complète avec une dénomination française et latine. Donc la dénomination en latin, il faut savoir qu'elle est indispensable. C'est la dénomination internationale. C'est elle qui va définir exactement l'espèce botanique qui est utilisée. Pour avoir une bonne huile essentielle, il faut être sûr de l'espèce botanique et de la plante qui fournit cette huile essentielle. Par exemple, quand on dit l'huile essentielle d'eucalyptus, cela veut absolument rien dire. Il faut d'abord que la plante à essence soit nommée en latin avec le premier terme qui va désigner le genre. Donc on aura thymus. Et le deuxième terme exprimant l'espèce, donc vulgaris. Ainsi, on aura le terme latin complet, genre, espèce, thymus vulgaris. Ensuite, on va parler de la partie de la plante utilisée. Du coup, c'est très important de préciser ça. Ça peut être les racines, les feuilles, les graines, les fruits, le bois. Il nous faut des données sur l'organe producteur d'essence qui a été distillé. En effet, je vais prendre l'exemple de l'oranger amer, pour vous montrer qu'une plante va pouvoir en fait fournir 3 huiles essentielles différentes. Donc quand on va distiller les feuilles de l'oranger les feuilles et les oranges en début de stade de maturation, donc elles vont être grosses comme une tête d'épingle environ, on obtiendra de l'huile essentielle de petits grains de bigarade. Ensuite, si on distille les fleurs d'oranger amer, on obtiendra de l'huile essentielle de néroli. Et pour terminer, du coup, si on presse le zeste de l'orange amer, on obtiendra alors une essence d'orange amer qui est souvent, elle, utilisée en cuisine. Ensuite, l'origine géographique de la plante, elle est très importante car en fonction du lieu où va être cultivée cette plante, le schémotype peut varier. Alors le schémotype, c'est quoi? C'est l'ensemble des composants moléculaires majeurs dans une huile essentielle qui est définie grâce à une chromatographie en phase gazeuse. Cette chromatographie, en fait, elle va analyser et isoler les différentes molécules et les mettre en évidence, et donc du coup mettre en évidence tout simplement la composition de cette huile essentielle. Donc là, on vous a mis un exemple, par exemple pour le romarin. On voit bien que le lieu de culture, donc Maroc, Corse ou province, en fonction du lieu de culture, le schémotype va varier et les molécules présentes vont être différentes. Et du coup, on aura des effets attendus et des effets négatifs différents. Pareil, par exemple, pour le thym vulgaire.
Ensuite, il nous reste 3 critères importants. La période de récolte qui est également très importante parce qu'en fonction de la période, ça va être comme le lieu de culture, les molécules vont être différentes. Ensuite, on a la composition de l'huile essentielle, donc je vous en ai parlé, le chémotype et la chromatographie en phase gazeuse. En fait, pour avoir une huile essentielle de qualité, il faut s'assurer que ces documents soient accessibles. Ça prouve que l'huile essentielle a été analysée et qu'on sait exactement ce qu'il y a dedans. Ensuite, on a le critère de culture bio. Donc en effet, si on utilise les huiles essentielles, c'est mieux d'avoir du bio. Avoir des pesticides dans l'huile essentielle, ça ne nous intéresse pas trop. Donc là, on vous a mis des logos avec des normes de qualité. C'est les 4 principaux. Ensuite, vous avez un exemple d'étiquette sur un flacon qui regroupe un peu les critères de qualité que je vous ai présentés juste avant, avec le nom commun, le chémotype, le nom botanique qui est du coup en français mais également en latin, le chémotype de nouveau avec la molécule présente en grand nombre dedans, l'organe distillé, le type de culture, l'origine, le lot et la date de péremption. Ensuite, on va parler des toxicités. Il faut garder à l'esprit que malgré que l'huile essentielle est un produit naturel, elle peut se montrer quand même tout aussi dangereuse qu'un médicament. Cette toxicité va être caractérisée. Cette toxicité est caractérisée par des effets réversibles, irréversibles ou létaux que la substance aura localement et globalement sur un organisme vivant. Les toxicités, du coup, peuvent être cutanées, digestives, respiratoires, neurologiques, rénales, hépatiques, et on peut également avoir des interactions médicamenteuses. Ensuite, on va parler aussi de l'âge. La toxicité dépend également de la sensibilité qui varie d'un individu à l'autre, en fonction de l'âge, du sexe, de son état de santé ou de son profil génétique. Ensuite, on va parler un peu de l'évolution de l'aromathérapie. Donc, jusqu'au début du XXe siècle, on a utilisé les huiles essentielles de manière empirique, comme dans des rites de fumigation, pour envoyer un message aux dieux en utilisant de l'encens. En Australie, les aborigènes utilisaient les feuilles d'arbre à thé en infusion pour se protéger des maladies bactériennes et virales. En Chine, ils utilisaient les huiles macérées, comme l'arnica, calendula, millepertuis, qui sont d'ailleurs encore utilisés aujourd'hui. En Inde, la cannelle, la coriandre et le carvi étaient utilisés dans l'alimentation pour leur action antibactérienne et antispasmodique. En Égypte, on utilisait dans des rites comme l'embaumement pour le girofle et le laurier pour leurs propriétés antiputrescibles. Donc, du coup, on utilisait quand même déjà on observait quand même une efficacité de celle-ci sans en connaître réellement le mode de fonctionnement. Et c'est qu'à partir de 1928, où les travaux de René Maurice Gattefossé ont permis la naissance de l'aromathérapie scientifique. En fait, c'est un scientifique qui s'était brûlé la main et les chirurgiens parlaient d'amputation. Il a eu l'idée de tremper sa main dans de l'huile essentielle de lavande qui, du coup, il a vu grâce à ça les douleurs disparaître, son infection stopper et une cicatrisation rapide. Du coup, le restant de sa vie, il essayera de comprendre les mécanismes et les différents principes actifs des huiles essentielles, ainsi que leur mode d'action thérapeutique. On parlait de recherche hier, du coup on a fait un petit point sur les études cliniques en milieu hospitalier. Donc aujourd'hui, même si l'aromathérapie est encore peu utilisée, plusieurs études cliniques montrent néanmoins ses bienfaits. Les études ont été réalisées dans plusieurs services avec des patients d'âges différents et de pathologies diversifiées, telles que par exemple en maternité, pour la diminution de la douleur lors du travail, en oncologie pour la diminution de la douleur et l'anxiété, en chirurgie ambulatoire pour l'anxiété, pour le personnel hospitalier pour la diminution du stress, mais également dans des services de soins critiques pour l'anxiété, la diminution de consommation de benzodiazépines et diminution de l'agitation, et également l'amélioration de la qualité du sommeil.
Ça montre bien que l'aromathérapie est utilisable dans de nombreux services et qu'elle est clairement réalisable au pied du malade. Du coup, je vais passer la parole à Élise qui va vous expliquer une étude qui est faite dans notre service. Voilà, donc moi je vous parle effectivement de l'étude qu'on est en train de réaliser au sein de notre service qui s'appelle Aromadélie. Donc Aromadélie, c'est quoi? Il s'agit d'une recherche interventionnelle sur personnes humaines à risque et contraintes minimes. L'étude, elle est prévue pour une durée de 19 mois avec 260 patients qui seront inclus. Le patient inclus, c'est le temps de son hospitalisation pour une durée maximum de 15 jours. L'objectif, c'est de démontrer que l'aromathérapie permet de réduire la prévalence du délirium chez les patients hospitalisés en service de réanimation médicale. Il faut savoir que le délirium, c'est un trouble de la conscience qui est associé à des modifications de la cognition et de la perception de la survenue rapide, fluctuante, non expliquée par un déficit cognitif préexistant ou par une sédation pharmaceutique. Alors, il peut se présenter sous 3 formes. On a l'hyperactivité, donc il est agité, il est nerveux. On a une hypoactivité avec apathie, repli sur soi, diminution de la réactivité. Et il peut être mixte, ça fluctue entre hypo-hyperactivité. Les critères de jugement pour l'étude, c'est la survenue d'un délirium pour un patient sera définie par la présence d'au moins un épisode pendant son séjour en réanimation, diagnostiqué grâce à l'échelle Gamma-ISU. L'étude présente plusieurs critères d'inclusion. Ça concerne essentiellement les patients les plus graves qui ont été sédatés profondément et ventilés. Alors, pour cette étude, on a utilisé 4 huiles essentielles, du ylang-ylang, lavande fine, petit grain de bigaradier et citrus, et de l'orange douce. Alors, le rôle des infirmières, il y en a plusieurs, entre autres d'appliquer donc 3 gouttes par pied par 8 heures du mélange d'huile essentielle au niveau de la voûte plantaire. Elle doit faire tout ce qui est RAS par 12 heures, donc le RAS qui est le niveau d'éveil, de conscience, agitation et sédation que je pense que vous connaissez tous. Le BPS pareil par 12 heures, donc qui permet d'évaluer la douleur. Et donc le Gamma-ISU, c'est une évaluation dépistage de la confusion mentale. Alors pour celui-ci, on vous a juste fait un petit exemple parce que souvent il est un petit peu moins connu que les 2 autres échelles. Donc on vous a fait une petite situation. C'est Madame G est âgée de 65 ans. Elle est admise pour une insuffisance respiratoire aiguë. Elle vit de manière autonome dans sa propre maison, est active auprès de son association du quartier et continue de conduire elle-même sa voiture. Vous rentrez dans la chambre et elle vous regarde immédiatement. Elle semble anxieuse, elle est sous ventilation non invasive, elle est agitée. Son RAS, le plus faible au cours des 24 dernières heures, était de -2 et le plus haut était de +2. Elle a fait 5 erreurs au test des lettres pour le critère 2. Donc on va reprendre ensemble. Donc le premier critère, c'est changement aigu ou fluctuation de l'état mental. Pour notre Madame G, donc le RAS a fluctué entre -2 à 2 pendant les 24 dernières heures. Elle vivait avant de façon autonome à la maison. L'altération est aiguë, donc oui, effectivement, il y a un changement aigu ou une fluctuation au niveau de l'état mental. Donc on passe au critère 2. Le critère 2, c'est l'inattention. Il s'agit en fait de faire demander donc aux gens de serrer la main dès qu'ils entendent la lettre A. Donc il faut le prononcer assez lentement et ils vous serrent ou pas, main droite, gauche, ils choisissent. Critère 2, donc elle est agitée et avait plus que 2 erreurs au niveau du test de lettres, donc on passe au critère 3. Le critère 3, donc c'est le niveau de conscience pour vérifier s'il est altéré ou pas, c'est grâce au RAS. Donc elle était anxieuse, agitée avec un RAS à +3, donc oui, effectivement, ce critère-là est aussi positif, donc le Gamma-ISU est positif, il y a confusion mentale. Enfin, pour terminer au niveau de l'étude, donc on vous a juste mis un petit exemple de comment est-ce qu'on trace cette étude. Donc dans la première ligne, on met juste tout ce qui est donc le RAS, BPS, à quelle heure on les a relevés. Le Gamma-ISU, comment il était, positif, négatif, ou s'il était non applicable parce que le patient est encore endormi. Et après, la deuxième colonne, c'est à quelle heure on administre les huiles. Voilà. Et la dernière colonne, on dit aussi s'il y a un accident, une extubation, est-ce qu'il y a une réaction cutanée, est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui s'est produit ou est-ce qu'il est encore sous sédatif.
Donc voilà. Je laisse la place à ça. Merci. Du coup, pour conclure, en fait, à ce jour, l'Ordre des médecins reconnaît officiellement 4 types de médecine alternative seulement, donc l'acupuncture, l'homéopathie, la mésothérapie et l'ostéopathie. Mais l'OMS recense plus de 400 disciplines, dont l'aromathérapie. Pour l'INSERM, en fait, même si la plupart des Français consultent d'abord leur médecin traitant en cas de problème, ils sont de plus en plus nombreux à quitter ce cadre un peu balisé des soins pour tenter des approches thérapeutiques alternatives. Aujourd'hui, c'est presque 4 Français sur 10 qui y auraient recours aux médecines non conventionnelles. Alors pourquoi les Français se tournent-ils vers ces médecines alternatives alors que leur efficacité n'a pas encore été totalement démontrée? Tout simplement parce que le champ d'action est très large. En effet, les médecines douces traînent aussi bien les maux de tête, les phobies, les maux de ventre, les mal de dos, l'addiction ou encore l'insomnie. Les patients souhaitent aussi que le médecin s'intéresse à eux dans la globalité, en prenant en compte aussi bien les aspects physiques, mais aussi psychiques. Les médecines naturelles sont aussi synonymes également de douceur dans le traitement des troubles et évitent les effets secondaires des médicaments qui sont de plus en plus redoutés. Et dans certains cas, les patients se tournent vers les médecines conventionnelles par désespoir parce que la médecine classique n'a pas répondu à leurs attentes. Dans le cas de l'aromathérapie, le bénéfice pour le soignant est aussi à prendre en compte. L'utilisation des huiles essentielles est une occasion d'apporter une dimension plus privilégiée dans le soin. C'est un moment d'échange où le bien-être et la relaxation sont vraiment au cœur du soin. C'est la possibilité d'essayer d'apaiser le patient par une autre technique lorsque les autres thérapeutiques n'ont pas réussi à le soulager en totalité. En réanimation, plus précisément, l'aromathérapie peut être un atout de plus pour le réanimateur, notamment pour la prise en charge du délirium. En effet, la perspective de pouvoir réduire ce délirium est un espoir. Cette pathologie représente tout de même 30 à 80% des patients pris en charge. L'étude de l'aromathérapie en réanimation en est à ses débuts. Les travaux cliniques effectués montrent qu'on obtient une meilleure qualité de sommeil ainsi qu'une diminution du niveau d'anxiété chez les patients traités par aromathérapie. C'est pourquoi des études cliniques doivent encore être faites pour apporter davantage de littérature aux professionnels de demain et apporter de la crédibilité à l'usage des huiles essentielles en milieu hospitalier. L'étude clinique Aromadélie, initiée à Mulhouse, en est encore à ses débuts, elle n'est pas encore achevée. Elle a pour but de démontrer que l'aromathérapie permet de réduire la prévalence du délirium chez les patients hospitalisés en service de réanimation médicale. Il faut savoir en fait qu'il est recommandé aussi d'avoir du personnel formé à l'aromathérapie. Vous avez la possibilité de faire un DU aromathérapie à visée clinique et scientifique, par exemple à Dijon. Il apporte aux professionnels de santé les connaissances scientifiques et les compétences spécifiques pour élaborer un projet d'utilisation des huiles essentielles en service de manière pertinente et sécuritaire. Un groupe de soignants qui soit composé de médicaux et paramédicaux devrait exister en fait au sein des hôpitaux pour permettre de faciliter l'accès à l'aromathérapie aux services qui le souhaitent. Et pour terminer, on souhaitait également remercier la Fondation Gattefossé qui nous a remis une bourse à l'équipe de réanimation médicale de Mulhouse afin de soutenir du coup cette première étude sur l'aromathérapie en réanimation. Il faut savoir que la Fondation Gattefossé est une organisation qui contribue à faire valoir l'intérêt des huiles essentielles comme thérapie complémentaire dans le cadre d'une médecine intégrative plus globale et personnalisée. On vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Moi, je vais déjà commencer par dire que j'ai appris énormément de choses. Je pensais que l'aromathérapie était une thérapie inhalée et je ne pensais pas que c'était une thérapie de contact. Et donc, vous m'avez appris quelque chose et j'en suis très heureux. J'ai une petite question, une petite remarque. Le délirium en réanimation, on s'aperçoit que c'est quand même très très compliqué à soigner. Il y a une étude qui est parue hier ou avant-hier qui nous montre que la mélatonine chez le patient de réanimation en fait, n'a aucun intérêt pour le délirium. Finalement, est-ce que le levier vient des traitements médicaux ou peut-être de la durée de sédation? Qu'est-ce que vous pensez
de ce délirium, de finalement l'impact du séjour de réanimation? Le délirium, en fait, il va impacter sur plusieurs choses, sur la durée d'hospitalisation, sur les infections qui vont être souvent après ces nombreux jours d'hospitalisation, avec l'intubation, la pose des cathéters prolongée du coup, et cet impact-là est aussi à prendre en compte, que ce soit pour le patient ou même pour le coût de l'hospitalisation. Donc est-ce que l'aromathérapie peut aider là-dedans ? On n'a pas encore prouvé ça, on espère le prouver. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Et si, c'est ça en fait, c'est de se dire finalement même toutes les thérapeutiques qu'on peut mettre en place médicamenteuses en fait ne fonctionnent pas. Donc oui, pourquoi pas. Après, il ne faut pas oublier que l'aromathérapie, ça reste en fait une aide. Ça ne va jamais combattre un cancer ou quoi, mais ça va aider en fait, que ce soit de manière psychologique, physique, parce que tout ce qui est aromatique, justement, ça passe déjà par l'odorat, par le toucher, par tellement de sensations, des souvenirs. Quand on sent une huile, je sais pas moi, de citronnelle, ça nous rappelle peut-être l'été, la grand-mère qui mettait ça contre les moustiques. Voilà, ça fait appel à plein de sensations qui peuvent potentiellement ou pas apaiser la personne soignée, et ça peut aider à la prise en charge et à réduire justement cette prévalence du délirium. Nous, en tant qu'infirmières, en fait, on se retrouve démunis, et je pense que nos réanimateurs aussi. Le délirium est c'est une impasse. Hein. Il augmente les durées de séjour, les durées de ventilation. Quelle thérapeutique apporter pour apaiser le patient sans pour autant non plus le casser entre guillemets. Et je pense que c'est vrai que tenter la mise en place des huiles essentielles en service, c'est éviter toute cette introduction de médicaments, un peu de tests, on va dire, qui ont montré... En fait, vous remettez le soin au cœur de la prise en charge soignante. Ouais. Vous êtes au contact, et je pense que ce soit l'aromathérapie ou finalement ou pas, si votre étude ne montre pas vous avez remis le contact au cœur de votre métier, et je pense que c'est certainement ça la clé de votre étude, même si ça ne fonctionne pas, et je vous souhaite que ça marche. Voilà, je pense que la démarche est de qualité. Est-ce qu'il y a des questions ? Ouais, Sabine ? Pardon. Comme Guillaume, franchement, bravo, c'est un super boulot. Et vraiment, ce côté remettre le sens du soin au centre de nos réa hyper techniques, je trouve ça super. Ma question, c'est plutôt comment vous avez eu l'idée et comment vous avez été accompagné dans le montage du groupe de travail. Comment on fait si on veut faire comme vous, quoi ? Alors nous, c'est parti en fait de notre chef de service, Dr Cutéfan, qui connaissait quelqu'un qui pratique, Catherine Maranzana, qui pratique énormément l'aromathérapie au sein de l'hôpital de Colmar, qui ont parlé ensemble que ce serait sympa, si je me trompe, Dr Cutéfan, vous me dites, mais que ce serait sympa d'introduire justement l'aromathérapie. On était à la base dans le groupe du délirium en fait. Et du coup, il a eu l'idée d'associer ça, en fait, pourquoi pas l'aromathérapie dans le délirium. De là, il a missionné Dr Duro, qui est parmi nous aussi. Et donc, de là, l'aventure s'est lancée. Et c'est un gros travail de Dr Duro aussi qui est là, qui a tout investigué pour que ça puisse passer. Parce qu'il y a eu des embûches comme... ça sort un peu du cadre médicaments. Mais du coup, ça s'est réalisé comme ça. Mais je pense une bonne force de persuasion de nos équipes médicales. Ouais, il faut du soutien de la part de médecins, des pharmaciens, des cadres de santé. Enfin, on ne peut pas faire ça tout seul dans notre coin. Et si on faisait de l'aromathérapie demain. Donc, c'est vrai qu'il faut une envie commune, on va dire. Je peux ? Oui, bah, en fait, l'idée au départ, c'était de passer de mythe à l'esprit cartésien, bête et méchant que tout médecin a. Et après discussion sur l'aromathérapie, j'ai insisté pour qu'on fasse des études pour valider ce qu'on croit. Donc, on a eu beaucoup de mal à installer ça. Et finalement, elle a eu beaucoup de mal à me convaincre
Catherine Marazan a eu beaucoup de mal à me convaincre que ça marche. Et comme je suis un peu têtu, je voulais qu'on fasse de la science pour prouver que ça marche. Et je pense que c'est comme ça qu'il faudra qu'on fasse dans toutes nos pratiques pour prouver que ça sert à quelque chose et ne pas se fier aux croyances. Bon, ça c'est l'esprit cartésien, vous avez tout ça, mais de temps en temps on dérive. Et bon, ça fait beaucoup de travail pour prouver quelque chose, mais ça vaut le coup. Finalement, le message, c'est que toute question, tout questionnement qu'on se pose en soin, s'il n'y a pas comme nous disait Marine Brica hier, si on n'a pas la réponse dans la littérature, c'est qu'il y a certainement un champ de recherche à explorer. Et vous dites pas, j'ai toujours fait comme ça marche. Non, faites comme cette équipe. Dites-vous, on fait ça, on pense que ça marche, et on va s'attacher à le montrer. Et ça, c'est comme ça qu'on va créer de l'evidence-based nursing ou practice. Moi, je préfère l'evidence-based practice que le nursing, parce qu'en fait, c'est de la pratique pour tout le monde, pour tous les soignants. Et posez-vous des questions, et c'est vrai que ça va avancer. On a une question. Oui, donc Anne-Florence Dureau, je suis PH en réanimation médicale à Mulhouse. Pour répondre à la question sur comment on fait en pratique pour faire rentrer les huiles essentielles dans le service, c'est compliqué. Nous, on a réussi à les faire rentrer, comme dirait Khaldoun, par la fenêtre. La pharmacie n'est pas d'accord pour faire rentrer les huiles essentielles parce que n'ont pas vu peut-être les articles qu'on a lus. Il y a quand même des choses super intéressantes en psychiatrie, mais en gériatrie, il y a des articles qui datent de l'année dernière où ça améliore quand même la cognition. En réanimation, ça améliore le stress, ça améliore le sommeil. C'est des choses qui nous posent problème au quotidien et surtout beaucoup au niveau paramédical quand même. Dans le cadre de l'étude, on a réussi à faire rentrer les huiles par la recherche clinique. Mais en gros, ça fait labo, recherche clinique, service. Ça passe pas du tout par la pharmacie. Pour que ça passe par la pharmacie, il faudrait faire comme ce qui a été fait à Colmar. À Colmar, ils ont une 40aine de services qui utilisent l'aromathérapie, ils ont des protocoles. Ils ont monté un groupe de travail sur l'aromathérapie qui était en collaboration avec les instances de l'institution, quoi. Et ça a permis de faire rentrer les choses, former les infirmières. Le groupe de travail, il a permis de faire des petites équipes de formateurs qu'on formait dans les services pour former aussi à l'arovigilance, parce qu'on parle de l'aromathérapie, mais il y a tout un créneau arovigilance qu'il faut bien baliser pour se protéger et donner un argument de plus pour dire on peut le faire, on fait attention, on ne fait pas n'importe quoi. Mais ça demande un travail avec l'aide de la direction et qui soit piloté par un groupe de travail médical et paramédical en collaboration avec la pharmacie. Si ça répond à votre question. Moi, j'aurais bien voulu savoir quelle avait été l'adhésion de vos collègues soignants. La première fois, c'est sûr, ça rajoute encore un truc en plus. Après, dans l'ensemble, ce qui ressort, c'est quand même... ça fait du bien quand on rentre dans une chambre et que ça sent un peu différemment, que ça sent bon, qu'il y a une petite odeur sympa. Donc c'est vrai que dans l'ensemble, ils ne rechignent pas trop, c'est plutôt bien perçu. On a eu des sceptiques. Oui, comme toujours. Très forcément, il y a des gens qui y croient, qui y croient pas. Après, on ne demandait pas aux gens de croire forcément à la chose, on voulait le démontrer. Oui, pardon. Et après, au tout début, c'était surtout l'ajout d'un autre soin, autre chose à faire encore, alors qu'on a une charge de travail qui augmente tout le temps. Mais au final, on s'y fait. On s'est rendu compte que niveau temps, ça prenait pas énorme. Et puis, et comme dit, on replace vraiment le soin, quoi. On peut parler à nos patients, c'est le moment, quoi. Encore une question ? Oui, Séverine Hupfer, je suis la responsable juridique de l'hôpital Nord-Franche-Comté. Alors, moi j'aimerais savoir justement, donc vous avez eu a priori quelques difficultés à mettre en place cette étude et à faire rentrer l'aromathérapie dans votre service. Vous l'avez dit, vous avez travaillé avec la direction, donc ça aurait été une de mes questions, mais vous y avez répondu. Cette aromathérapie, réglementairement parlant, elle n'est pas reconnue en France.
comment ça se passe avec le patient? Est-ce que vous obtenez systématiquement, alors bien sûr c'est une étude, donc vous en parlez avec le patient, vous obtenez son consentement? Alors en fait, c'est des patients dans l'étude qui sont ventilés, sédatés. Donc il y a en fait un consentement qui est demandé à la personne de confiance. Donc c'est un document qui est signé et parce que le patient effectivement ne pourra pas nous répondre vu qu'il est endormi. Mais c'est un consentement de la personne de confiance qui est demandé. Il y a un consentement ensuite. Et ensuite, voilà. ouais. Et ensuite. Très bien. Ouais, ça apporte un bien-être. Vous n'avez pas eu de refus? Très bien. Le fait que vous fassiez préalablement signer la personne de confiance, c'est une démarche individuelle de votre service ou est-ce que vous avez un service juridique? Non, c'est la loi française qui impose... Oui. Non, on est en fait pour faire de la recherche clinique, on est obligé de passer par un comité de protection des personnes. Et donc là, elles font ce qu'on appelle une RIPH2. Et en fait, une RIPH2 chez le patient sédaté, on est obligé en fait d'avoir une première étape avec la personne de confiance. On peut avoir une dérogation pour des choses interventionnelles vraiment peu à risque où on peut faire des inclusions en urgence. Mais à tout moment, en fait, il faut vraiment chercher le consentement soit des proches, soit de la personne de confiance, soit du patient quand il se réveille. C'est une obligation et si on n'arrive pas à obtenir le consentement, en fait, les données ne pourront pas être utilisées. Donc il y a vraiment un cadre dans la recherche paramédicale qui est souvent de la RIPH2 qui est très très strict en France. On ne peut pas faire autrement que de passer par là. Si on fait de la recherche sans CPP, on est malheureusement hors la loi, mais je pense que vous savez ça mieux que nous. Bien sûr. Donc, très bien, je vous félicite. En tout cas, c'était très, très intéressant et surtout, bravo pour cette initiative. Merci. Alors, ça fait bizarre au CREF, mais on a encore une question si quelqu'un on a encore un peu de temps. Et une dernière, à Marine. Bonjour, Marine Kiné, merci pour votre intervention. Toute l'importance des thérapies non médicamenteuses que je connais bien dans un autre domaine qui est la gériatrie. Et je suis ravie d'avoir entendu qu'effectivement, la littérature nous montre que ça marche. J'ai une petite question parce que je m'intéresse beaucoup aux capteurs des sensations dans la motricité humaine, en tout cas, par méconnaissance totale. Et si vous n'avez pas la réponse, il n'y a pas de souci. Pourquoi au niveau du pied ? Telle est ma question. Au niveau du pied, en fait, on a deux zones qui sont principalement les plus irriguées. Donc ça va être au niveau du poignet et au niveau de la voûte plantaire. Au niveau du poignet, ça a été déconseillé chez nous. En réa, on a des cathéters. On a souvent le cathéter artériel au niveau du poignet. Donc tout simplement, on n'avait pas le choix de passer au niveau de la voûte plantaire. Et après, il y a les VVP, il y a les sternums, mais on a des patients chirurgicales. Et en général, ils ont deux pieds. Je disais, en général, ils ont deux pieds. Donc du coup, en fait, vous allez ouvrir la voie à l'aromathérapie sur l'aérogène bientôt. Donc ça sera, j'imagine, la prochaine étude pour peut-être diminuer l'anxiété des patients. On a une étude qui va poursuivre. C'est une autre étude, c'est plus pour les soignants. C'est beau. On vous remercie encore énormément. Merci. Excusez-moi. J'ai juste une petite dernière question. C'est qui là ? Voilà. Moi, je suis infirmière, je m'appelle Sylvie. Et votre étude n'est pas terminée, mais est-ce que vous pouvez déjà dégager quelque chose
Non. Non. Mais on a besoin vraiment de toutes les données pour élaborer une conclusion. Elles n'ont pas le droit. On est un peu frustrés par rapport à ça. D'autant plus qu'avec le Covid, en fait, les patients atteints de la Covid, les réveils n'étaient pas du tout pareils qu'un patient lambda. Donc, du coup, ça a énormément retardé l'étude. On ne pouvait pas inclure les patients comme on l'aurait souhaité. On a beaucoup plus sédaté nos patients avec le Covid. Et les cureurs aussi. Ouais, on s'aperçoit que ça les a... C'était des les réveils compliqués. Ouais. Je pense que c'est partout pareil. On avait cette nouvelle façon de faire qui était de faire des micro-sédations, enfin de sédater le moins possible. Et là, repasser des fois à 21 jours de sédation-curarisation, ça a été compliqué pour les réveils. Donc là, on recommence à les inclure et on espère pour de bon. Là. Vous avez combien de patients à inclure juste pour... 260. Ah oui, vous n'avez pas rigolé, c'est bien. Félicitations, courage. Merci.